À la une de l'actualité nationale, Brigitte Raffini face aux députés nationaux depuis ce matin. Les élus nationaux doivent se prononcer sur la question de confiance. Détail dans cette édition. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dounia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, le Premier ministre Brigitte Raffini est devant le Parlement depuis ce matin. Inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, la question de confiance est débattue selon les règles établies. Brigitte Raffini est face aux députés pour défendre le programme de son gouvernement. Pour avoir la confiance des élus nationaux et vérifier s'ils disposent du soutien de la majorité des députés, le gouvernement a engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Comme le stipule la Constitution de la 7e République en son article 107, alinéa 3, le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale en posant la question de confiance sur le vote d'un texte. Bon, la motion de censure, c'est tout simplement la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement initiée par les parlementaires eux-mêmes. Tandis que ce à quoi on va assister, on l'appelle question de confiance. C'est une sorte de motion de censure aussi, mais cette fois-ci à l'initiative du gouvernement. Alors, la question de confiance ici, elle est déposée par le Premier ministre. Et il faut aller au-dedans des articles 107 et 108 de la Constitution pour voir un peu le mécanisme. L'article 107 d'abord, il dit que le Premier ministre, chef du gouvernement, peut engager la responsabilité du gouvernement, n'est-ce pas, par le vote d'une motion de censure ou bien par un vote de défiance. Et on décrit un peu la procédure, mais maintenant, l'alinéa 3 de cet article-là dit que le Premier ministre peut engager devant le Parlement la question de confiance sur le vote d'un texte. Point. Et maintenant, l'article 108 revient en distinguant trois situations différentes. On dit lorsque l'Assemblée nationale désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement. Donc là, nous sommes dans un premier cas. Le programme ou la politique générale du gouvernement, ils sont approuvés ou désapprouvés. Et je pense que si on lit la Constitution ici, si on comprend, c'est juste par un vote simple. Le Premier ministre Brigitte Raffini se retrouve donc devant les élus du peuple pour défendre le programme de la renaissance du président de la République visant à améliorer les conditions de vie des populations nigériennes. Le programme de renaissance, il convient de le rappeler, est articulé autour de 8 axes majeurs qui sont les suivants. Premièrement, bâtir les institutions démocratiques fortes, crédibles et durables. Deuxièmement, assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Troisièmement, relancer l'économie et promouvoir le développement social à travers des investissements publics. Quatrièmement, assurer la sécurité alimentaire à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cinquièmement, assurer l'accès à l'eau potable pour tous à travers la réhabilitation et la construction d'ouvrages hydrauliques urbains, ruraux et pastoraux. Sixièmement, développer les infrastructures et l'énergie par des investissements dans les routes, les pistes rurales, l'électricité, les chemins de fer, etc. Septièmement, améliorer significativement les indicateurs sociaux, notamment l'éducation et la santé. Huitièmement, enfin, créer des emplois au profit des jeunes. C'est donc un Premier ministre confiant qui se retrouve face aux députés. Je m'adresse à vous avec confiance, car je suis convaincu que notre Parlement, composé d'hommes et de femmes patriotes, engagés résolument dans la lutte pour la démocratie et le développement, saura, comme par le passé, faire le choix qui s'impose à notre peuple. Votre soutien renforcera davantage la portée de ce programme. Votre soutien donnera encore plus de force et d'enthousiasme à tous ceux qui participent à sa mise en œuvre. Car, comme le disait le roi Guézo, je le cite, « Si tous les fils du royaume venaient par leurs mains assemblées boucher les trous de la jarre percée, le pays sera sauvé.
Un exercice risquant qui prouve la bonne foi des autorités de la 7e République à suivre une démarche claire pour gagner la confiance du peuple. Je pense que nous sommes confiants et convaincus que c'était la bonne démarche. Je pense qu'un gouvernement responsable doit être en mesure d'engager sa responsabilité sur son programme de gouvernement. Et c'est ce que nous faisons, parce que nous croyons à ce que nous faisons. Nous sommes intimement convaincus que c'est la bonne démarche. Nous sommes intimement convaincus que c'est le bon programme qu'il faut faire pour le bien de nos populations nigériennes. En posant la question de confiance à l'Assemblée nationale, le Premier ministre assure d'une certaine façon la solidité de son gouvernement. La question de confiance peut aussi aider le gouvernement dans ses relations avec sa majorité au Parlement en rassurant les députés inquiets des rumeurs de l'impopularité de leur parti pour une victoire éclatante. Quel que soit le résultat, Brigitte Raffini et son gouvernement auront fait preuve de courage, vertu des grands hommes. Nous attendons incessamment les résultats du vote des parlementaires et puis nous reviendrons sur cet élément au cours de notre prochaine édition d'information. Cela dit, le sultan du Katsina a organisé une réunion avec les différentes autorités régionales et communales sur l'exhibition du Saint-Coran lors des déclarations par certains militants des partis politiques. Le compte-rendu est signé Moussa Damougarba. Cette réunion fait suite à l'exhibition du Saint-Coran contre certains individus à travers un rassemblement politique. Et présent autour du sultan du Katsina, le gouverneur de la région, le président du conseil de ville de Maradi, les responsables des forces de défense et de sécurité et plusieurs autres invités. En prenant la parole, le grand imam du sultanat a, après avoir clairement exposé les faits, évalué la gravité de cet acte. Il a rappelé également que seul l'alcali ou le sultan peut autoriser une exhibition du Coran, et ce avec l'accord des deux parties. Selon le sultan du Katsina, cet acte ne doit pas rester impuni, car il implique la responsabilité des marabouts. Étant donné que c'est un marabout qui a exhibé le livre saint, étant donné que c'est un marabout qui a commis pour le gouverneur de la région, un tel acte peut déranger profondément la quiétude sociale et affecter nos mœurs. Le président du conseil de ville a saisi l'occasion pour expliquer toute la portée de cet acte. Et nous avons échangé avec les imams en leur rappelant que nous sommes dans une république certes démocratique parce que toutes les libertés sont garanties, encadrées, mais nous sommes dans une république où tout est encadré par la loi. Si les gens vont utiliser le Coran juste sur des contradictions politiques ou sur certaines considérations, cela risque de créer une situation où demain vous allez trouver peut-être des formations politiques qui vont sortir, mettre le Coran, si on ne vote pas pour nous, on met le Coran, ou s'il y a pour telle position ou telle position. Je pense que ça, c'est banaliser le Coran, et au-delà de l'aspect peut-être du caractère républicain de l'État, tous les musulmans ne doivent pas accepter cela. Nous sommes des musulmans, et nous sommes dans un pays où l'État, même étant laïque, respecte beaucoup la religion, les religieux, et il a aussi pour mission de protéger les mœurs et de garantir aussi toutes les libertés. Et nous avons demandé aux ulémas de prêcher et aussi de sensibiliser pour quelque raison que ce soit, que certains ulémas ne soient pas utilisés sur... Autre aspect de cette édition, l'Association nigérienne pour la promotion des personnes déficientes intellectuelles avec le concours de l'ONG-CBM a organisé ce matin à la Maison des Jeunes et de la Culture Djadousseko de Niamey une rencontre de sensibilisation autour du thème « Importance de la scolarisation des enfants en situation de handicap ». Ali Sissé Ibrahim, Jamil Oumarou
pour le compte-rendu. L'éducation est incontournable dans l'atteinte des objectifs du développement socio-économique et culturel d'une société. C'est ainsi que la scolarisation doit se départir de toute ségrégation et inclure dans son ensemble les enfants qui sont physiquement aptes ou qui sont en situation de handicap. Ce qui a poussé l'Association nigérienne pour la promotion des personnes déficientes intellectuelles, avec l'appui de l'ONG CBM, d'initier une campagne de sensibilisation sur l'importance de la scolarisation des enfants handicapés. Nous avons jugé utile de choisir ce thème parce que nous savons tous pertinemment que tout se passe d'abord par l'éducation des enfants en amont. Toutes les actions que nous sommes en train de mener pour les personnes handicapées, elles sont, je crois, complémentaires à l'action à la base qui consiste à envoyer les enfants handicapés à l'école et qui puissent prévenir donc ces enfants à toutes les vulnérabilités que nous sommes en train de vivre avec ces personnes-là. Pour sa part, le secrétaire général de l'ANPPDI a relevé le caractère constitutionnel de l'éducation qui doit être accordée aux enfants vivant en situation de handicap. Dans notre pays, autant la Constitution du 25 novembre 2010 que les autres instruments juridiques de protection des personnes handicapées, le droit à l'éducation est reconnu également à tous les enfants, quels qu'ils soient. Cependant, l'on enregistre très peu de résultats dans le domaine de l'éducation des enfants déficients intellectuels, qui constitue notre public cible par excellence. Ensuite, pour optimiser la sensibilisation relativement à la situation des enfants comportant un handicap, le secrétaire général adjoint de l'ANPPDI a présenté un exposé global sur l'éducation des enfants handicapés. L'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est une séance de sensibilisation sur l'importance de la scolarisation des enfants handicapés. Vous n'êtes pas sans savoir que les enfants qui ne sont pas handicapés ont toujours retenu l'attention des plus hautes autorités de tous les pays du monde. Et à telle enseigne que aujourd'hui, nous avons le taux de scolarisation général qui avoisine les 72%, alors que celui des enfants handicapés à Niamey atteint à peine 7%. Si à Niamey on n'a que 7% d'enfants handicapés scolarisés, à quelle fin seront destinés les 93% restants? À l'intérieur du pays, ce taux est encore plus bas. Or, le Niger a besoin de la contribution de tous ses fils et de toutes ses filles pour se développer. Les enfants vivant avec un handicap physique ou mental méritent un autre regard de la société. De surcroît, le gouvernement, à travers les ministères concernés, doit s'investir davantage pour que les droits à l'éducation reconnus aux enfants handicapés soient concrètement appliqués. Toujours dans le même registre, l'Association des sourds du Niger a organisé vendredi dernier une conférence débat sur l'importance de la scolarisation des enfants déficients auditifs à Dosso. Objectif, sensibiliser les différents acteurs sur l'importance de la scolarisation. Nous retrouvons Murtala Zoberou et Seignaï. Sensibiliser les parents sur l'importance de la scolarisation des enfants en situation de handicap de déficience auditive, c'est l'objectif visé à travers cette conférence débat organisée par l'Association des sourds du Niger ASN avec l'appui financier du projet CBM. Cela intervient suite à une enquête menée par la dite association de la région de Dosso qui démontre que ces derniers sont laissés à leur sort sans aucune éducation. De prime abord, c'est le secrétaire général de l'Association des sourds du Niger qui a pris la parole pour souhaiter la cordiale bienvenue à tous les participants avant de revenir sur la situation de cette couche vulnérable de la société. Le conférencier Seydou Aoudi nous donne plus de détails sur cette conférence et pour finir, n'a pas manqué de lancer un appel à l'endroit des participants. L'objectif de cette conférence, c'est d'abord venir attirer l'attention de la population de Dosso à travers les autorités administratives et coutumières que l'éducation des enfants en situation de handicap en général et en particulier des enfants déficients auditifs, communément appelés les sourds, est une priorité du gouvernement du Niger. Donc c'est pourquoi nous sommes venus ici à Dosso pour sensibiliser
les groupes cibles par rapport à l'importance de cette éducation, parce que nous sommes tous d'accord que maintenant, nous avons tous besoin de bâtir une société sans barrière. Donc, j'attends une société sans barrière, c'est-à-dire une société dans laquelle l'exclusion n'a pas de place. Or, nous avons constaté avec amertume qu'ici à Dosso, vraiment, cette frange de la population n'est pas scolarisée. Donc, nous voulons qu'après cette conférence débat, au sortir de cette conférence débat, que les participants soient les avocats de la scolarisation des enfants en situation de handicap en général et des enfants déficients auditifs. Espérons que cette rencontre permettra aux participants de mieux comprendre l'importance de la scolarisation des enfants sourds des déficiences auditives pour ainsi donner la chance à ces derniers d'être mieux instruits. Signature hier après-midi au ministère du Plan d'un accord cadre relatif à l'octroi d'un prêt préférentiel entre le ministère du Plan et l'ambassadeur de la Chine au Niger. Un prêt de 36,5 milliards de francs CFA qui servira à la construction de 2 lignes électriques de 132 kV. Compte rendu Isidore Banaba et Trissa Maman. À travers la signature de cet accord cadre, la Chine autorise la banque Exim Bank Chine à octroyer au Niger un prêt de 36,5 milliards de francs CFA pour la construction de 2 lignes électriques de 132 kV Sora-Zender et Maradi-Malbaza. Un prêt concessionnel remboursable sur une période de 20 ans, donc 5 ans de différé, avec un taux d'intérêt de 1%. L'ambassadeur de la Chine au Niger, tout en relevant le déficit électrique du Niger et la nécessité de construire les 2 lignes électriques, a souhaité que le partenariat qui lie les 2 pays soit renforcé. Le gouvernement chinois, qui offre toujours tant la mesure de ses possibilités une aide honnête, est intéressé au gouvernement et au peuple nigérien, souhaite sincèrement que la coopération mutuellement avantageuse entre nos 2 pays puisse profiter au peuple nigérien. Le nouveau projet de construction des 2 lignes électriques permettra à la Nigélec non seulement d'injecter dans le réseau électrique l'excédent de la production électrique non utilisée de la raffinerie Sorage, mais aussi d'alimenter la cimenterie de Malbaza. Le projet a financé, à savoir la construction des lignes électriques 132 kV Sora-Zender, Maradi-Malbaza, permettra d'assurer l'approvisionnement en énergie électrique de la nouvelle cimenterie en construction à Malbaza. Notre économie, qui s'appuie déjà sur un approvisionnement sécurisé et compétitif en hydrocarbures, bénéficiera avec un ciment bon marché d'un catalyseur fort devant booster sa croissance. L'électricité représente un produit de première nécessité, tant dans la production que dans la vie. Pourtant, plus de 587 millions d'Africains n'ont pas accès au réseau électrique. C'est pourquoi les autorités du Niger œuvrent pour l'indépendance énergétique du pays. La suite de cette édition, cérémonie officielle de remise de 5 véhicules 4x4 tout-terrain au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Un don de l'UNICEF qui vise à permettre l'accès aux services d'hygiène et d'assainissement. Compte rendu, Mariama Soumana. Financés à hauteur de plus de 67 millions de francs CFA, ces 5 véhicules 4x4 tout-terrain gracieusement offerts par UNICEF au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement sont destinés aux directions départementales de Matamei, Magaria, Madaroufa, Aguié et à la direction régionale de l'hydraulique de Tawa. Un don qui permettra aux populations démunies d'avoir accès aux services d'hygiène et d'assainissement à travers la mise en œuvre du projet Assainissement Total piloté par les communautés ATPC. La TPC, comme on l'appelle, a d'abord été introduite dans 10 villages pilotes. En seulement 6 mois, les villageois eux-mêmes ont construit plus de 400 latrines traditionnelles. Depuis, le programme a été étendu à 412 villages et il fait désormais partie de la stratégie nationale sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Cette approche a non seulement permis l'amélioration des conditions d'hygiène et d'assainissement des villages,
mais a aussi contribué à l'émergence d'initiatives et de dynamiques locales. En renforçant la prise de décision par les communautés elles-mêmes, la TPC constitue une porte d'entrée pour d'autres interventions à base communautaire et représente un catalyseur pour une plus large mobilisation des communautés. En réceptionnant ce dont le directeur du cabinet du ministre de l'Hydraulique a remercié UNICEF Niger pour cet appui qui vient renforcer les capacités logistiques des équipes techniques avant de rassurer que ces véhicules iront droit aux bénéficiaires. Ces véhicules destinés à renforcer les capacités d'intervention sur le terrain de nos agents parviendront directement aux toutes les directions concernées de l'hydraulique, à savoir les directions régionales et départementales, ainsi énumérées. L'UNICEF intervient intensément pour l'amélioration des conditions de vie des populations à travers le financement des infrastructures hydrauliques et d'assainissement de base. Aussi, elle est pionnière de la mise en œuvre de l'assainissement total, piloté par les communautés. C'est pour vous dire alors que ce don arrivera à un bon moment où toutes nos structures régionales sont en train de mettre en approche dans laquelle ces véhicules seront aussi destinés et utilisés à très bon escient. Au Niger, plus de 90% des ménages vivant dans les zones rurales n'ont pas accès aux services d'assainissement. Avec la mise en œuvre de l'ATPC, la tendance sera renversée. Ce projet permettra de réduire considérablement les maladies diarrhéiques qui constituent l'une des causes de mortalité infantile. Autre aspect de cette édition, le personnel de Move Niger a procédé ce matin à un don de sang au Centre national de transfusion sanguine. Objectif, appuyer la banque de sang en vue de sauver des vies. Nous retrouvons Mariama Soumana. Donner son sang, c'est sauver des vies. Conscients de cela, les agents de Move Niger ont massivement répondu à l'appel lancé par le Centre national de transfusion sanguine en donnant leur sang à des milliers de malades qui en ont beaucoup besoin. Par ce geste humanitaire que Move Niger entend pérenniser, la compagnie de téléphonie mobile veut multiplier ses actions de bienfaisance entreprise depuis son installation au Niger. Move est une société citoyenne, ne manège aucun effort pour aider et contribuer au développement social et économique de toute la population. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui pour donner le sang. Et je pense que c'est le minimum qu'on pourra faire pour contribuer et aider les gens ayant besoin de sang. Son sang, c'est un geste humanitaire qui n'a pas de prix. Ça permettra sans doute de sauver des vies. Donc c'est surtout ça qui m'a motivé à passer donner mon sang. Bon, jusqu'à hier, j'hésitais. Mais après une séance de sensibilisation qu'ils nous ont faite au bureau, et on a pris conscience qu'il fallait. Donc on a vu que sur 240 000 demandes par an, ils arrivent à couvrir que 24 000. Donc ça fait à peine le 1/10. Pourquoi ne pas donner du sang, puisque du sang, quand tu donnes, c'est pour sauver une vie. Je compte régulièrement, oui, puisqu'ils nous ont dit qu'on peut donner 3 fois dans l'année. Et je compte venir chaque 3 mois donner mon sang. Si ça peut aider à sauver mes soeurs lors des accouchements des césariennes et mes frères qui sont accidentés, je vais donner le sang, pourquoi pas. Très ému par ce geste de Move Niger, le directeur général du Centre national de transfusion sanguine a remercié le personnel de Move Niger, premier opérateur de téléphonie mobile à faire ce geste. Et comme vous le constatez, le personnel est mobilisé. À sa tête, il y a le DG qui est venu en personne, qui a fait son don de sang. Et je voudrais vraiment les remercier, non seulement au nom du personnel du CNTS, mais surtout pour les malades. Parce qu'en faisant ce geste noble, c'est des malades qui sont en train d'être sauvés. À noter qu'il est prévu très prochainement la signature d'un partenariat entre le CNTS et Move Niger. Un partenariat qui permettra à Move d'inciter ses abonnés à donner leur sang. Un geste qui mérite de faire école chez les opérateurs de téléphonie mobile afin de venir en aide à ces milliers de malades. Culture à présent avec le lancement officiel hier au Palais des Congrès de Niamey du film Les Silences du couteau, un film nigérien réalisé par Fatima Rico qui illustre la souffrance d'une jeune fille victime de mutilation génitale
féminine, un film sur l'excision parrainé par la première dame, Dr Malika Issoufou, compte rendu Alzuma Seni Somaila. Il faut voir une lame usée avec laquelle on coupe une partie de votre corps. Imaginez la douleur. Et on vous demande de ne pas pleurer. Film révélateur de souffrance de milliers de jeunes filles victimes de mutilations génitales féminines. Les silences du couteau, premier film de Fatima Diko et premier du genre dans la lutte contre l'excision, a été officiellement lancé hier au Palais des Congrès de Niamey par la première dame Malika Issou Mamadou à travers cette projection. Pour moi, faire la musique, ce n'est pas seulement égayer les gens. Tout ce que je chante est un message que je fais passer. Ce film qui retrace le vécu de l'auteur est révélateur de souffrances silencieuses que des milliers de filles subissent de par le monde et dans certaines régions de notre pays. Ceci nous interpelle tous. Pour ma part, le lancement de ce film témoigne encore une fois de l'intérêt que je porte au bien-être des femmes et des enfants, au Niger en général et à la question des MGF en particulier au regard de leur gravité. Un film qui a également reçu une mention spéciale de la part de l'INFPI et du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Pour Fatih Mariko, elle-même victime de l'excision, la réalisation de ce film est un soulagement. J'avais cette ambition-là de lutter contre l'excision de la jeune fille parce que je me suis dit que ce que j'ai subi, aucune fille ne doit subir cela. Donc c'est comme ça que j'ai profité avec Anima Sutra, je suis porte-parole et j'en ai parlé aux dirigeants de Anima Sutra. J'ai dit vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est de lutter contre l'excision de la jeune fille. C'est de lutter contre l'excision de la jeune fille. Et vraiment, ce que je voudrais, c'est de pouvoir faire un film et témoigner personnellement en tant que victime pour que les gens puissent savoir que vraiment l'excision n'est pas bon. Parce que vous avez vu dans le film, j'ai pleuré, alors que le jour où j'ai été excisée, je n'ai pas pleuré. J'ai pleuré parce que toujours j'ai ce mal-là que j'ai senti quand j'avais 7 ans et je ne sais pas comment l'exprimer. Pour ceux qui ont fait le déplacement du Palais des Congrès, ce film est assez expressif pour dire non à l'excision. C'était génial parce que c'est un cri de cœur qu'elle a lancé à l'endroit de tous les excisés de laisser arrêter ça. Et ce que Fatima Diko a fait, vraiment je la félicite et je l'encourage beaucoup pour ce qu'elle est en train de faire. Parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est que mutilation génitale féminine. Donc vraiment c'est une bonne chose de sensibiliser les exciseuses à ne pas faire cela. À la fin de la projection, les acteurs du film et plusieurs ex-exciseuses ont été présentés au public. Fatih Mariko va utiliser ce film comme support pédagogique dans un vaste programme de lutte contre l'excision dans le monde rural. Culture toujours, le centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey a servi de cadre hier soir au défilé de la sélection des top modèles qui vont participer au Festival international de la mode africaine FIMA édition 2013. Un défilé riche en couleurs mettant en valeur la tradition nigérienne. Damana Abdoulaye, Issa Mustafa et Jamilou Oumarou pour le compte-rendu. Pas qu'à danser au rythme de la musique moderne nigérienne, le tout illuminé par un décor hors pair, la salle plein air de spectacle du CCFN Jean Rouch de Niamey était pleine à craquer sous le déhanchement des mannequins habillés par le styliste modéliste de renommée internationale et promoteur du FIMA. Un défilé qui retrace toute la diversité culturelle de notre pays, mais aussi la beauté de nos différentes ethnies. Après donc les séries de défilés en tenue de ville, tenue de soirée et traditionnelle, le jury a eu fort à faire avant de départager les top modèles présentés pour la circonstance. Pour le promoteur du FIMA, Alfadi, le métier du styliste est un métier fascinant qui augure un lendemain meilleur pour les jeunes créateurs. Je suis très heureux que tout le monde soit là
merci 1000 fois d'encourager la jeunesse, d'encourager la créativité, d'encourager la beauté et de donner encore une chance nouvelle à cette jeunesse qui veut vivre et qui veut montrer que la créativité est une manière de créer de l'emploi et de lutter contre la pauvreté et de montrer aussi notre pays dans sa dimension réelle. Et c'est pour vous dire que la beauté n'a pas de frontières. Ce soir, on va fêter la jeunesse, on va fêter le FIMA, on va fêter aussi un Niger de paix. Parce que le FIMA, cette année, est dédié à la paix. Fini donc la première étape de sélection de top modèles et stylistes nationaux qui seront retenus pour le Festival international de la mode africaine, FIMA. Je vous invite à présent à suivre ce publi-reportage de la Société de gestion d'intermédiation du Niger. Un publi-reportage axé sur le thème « Investir dans l'éducation, c'est garantir notre développement ». Très bonne réception et bonne fin de soirée. Selon les dernières estimations, le Niger tout entier compterait près de 28 000 classes en paillotes. Ce chiffre assez révélateur exprime amèrement la situation difficile de notre système éducatif et les répercussions sur le niveau des élèves. Les classes en paillotes pour les enseignants que nous sommes sont un indicateur, un facteur qui va dans le sens de favoriser la baisse de la qualité de l'enseignement. Je m'explique. Pour le cas du Niger, ces classes sont construites avec des tiges de mil. Autrement dit, à la fin de la période hivernale, et la période hivernale, la période des récoltes, va au-delà de la rentrée scolaire. Ce qui voudra dire que les premières semaines de la rentrée au Niger, beaucoup des élèves ne sont pas encore en classe, faute de classe, faute de tiges pour qu'on puisse construire ces paillotes. À un autre niveau, la fin de l'année coïncide aussi avec le début de la période hivernale. Et ces classes ne résistent pas aux intempéries. En mai déjà, au premier coup de vent ou de pluie, ces classes s'en vont. Elles sont emportées par le vent. Donc l'année scolaire s'arrête aussi. En termes de gestion de temps scolaire, les classes en paillotes sont un facteur entravant qui contribue à une forte déperdition de temps scolaire. Pour ce qui est de l'environnement ergonomique, pour le travail, la qualité de ce travail qui se passe dans les classes paillotes, ce sont des classes qui sont traversées par les rayons solaires. Quand il fait très chaud, à l'intérieur, il fait excessivement chaud. L'enfant et l'enseignante ne sont pas dans les conditions requises pour avoir toute la disponibilité d'esprit pour accueillir, j'allais dire, les prestations de l'enseignant. Elle présente de nombreux inconvénients que vous connaissez très bien à Niamey, pour avoir assisté déjà pendant la rentrée 2011-2012 à de nombreux incendies, dont à l'aéroport, au CES Aéroport, au CES Lazaret, pour ne parler que de là où il y a eu le plus de classes qui ont brûlé. Et pas seulement les classes, quand les classes brûlent, l'établement brûle. Difficile de croire qu'en cette ère de modernisme et de mondialisation, nombreux sont ces élèves qui vivent cette triste réalité. Les répercussions sur la qualité de l'enseignement sont néfastes. L'éducation, qui est pourtant la base de tout développement, n'est plus qu'un vain mot pour ces milliers d'élèves. Le gouvernement de la 7e République, conscient des enjeux et de la nécessité de rendre notre système éducatif performant et porteur de développement, en a fait sa priorité. Je souhaite que mon accession à la magistrature suprême encourage les pères et les mères à donner à leurs filles et fils, en les envoyant à l'école, les mêmes chances que celles que mes parents m'ont offertes. Le gouvernement, dès sa mise en place, prendra des dispositions utiles
pour engager la construction de 2500 classes et la mise en formation de 2500 enseignants, conformément à la cadence annuelle par mon programme électoral. Les chiffres des réalisations pour l'année 2011 du ministère de l'Éducation nationale affichent 2800 classes construites et 3900 enseignants recrutés à la fonction publique. Usant des moyens légaux et appropriés, l'État nigérien s'est engagé cette année à lever sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 25 milliards de francs CFA pour la construction de classes en matériaux définitifs afin de créer un environnement scolaire attrayant et motivant pour l'ensemble des acteurs du système éducatif. Ce n'est pas possible de pouvoir faire un enseignement de qualité dans une classe en paillotte. Ça voudra dire que c'est une classe dans laquelle il n'y a même pas le dispositif pour faire certaines activités d'enseignement-apprentissage à l'intérieur de cette classe-là. Cette initiative, cet engagement de l'État est le bienvenu. Notre vœu, c'est que ce processus-là soit conduit selon les règles de l'art. Autrement dit, que les fonds mobilisés soient effectivement utilisés dans la construction des classes en matériaux définitifs et aussi des classes de qualité. Je salue, en tout cas, les responsables actuels qui, en tout cas, ont commencé à démontrer qu'ils tiennent absolument à remettre l'école nigérienne sur les rails et à la mettre vraiment correctement dans le droit chemin. Si un pays n'a pas un système scolaire efficace, eh bien, son développement économique va se faire vraiment très lentement, pour ne pas dire qu'il ne se fera pratiquement pas. Sans école, il n'y a pas de ressources humaines. Sans ressources humaines, il n'y a pas de ressources humaines, en tout cas, qui sont qualifiées, eh bien, il n'y a pas de développement économique. Souscrire pour cette opération de levée de fonds, c'est soutenir les efforts de l'État et donner la chance et l'opportunité à ses enfants et élèves de pouvoir jouir d'une éducation performante et efficace, gage d'un développement durable.